Alors, peut-être une question avec un parti pris, hein, parce que comme je suis, on va dire, un formateur dans des établissements publics, dans les thématiques du supply chain management, là je pense qu'on est tous d'accord, on sait qu'il n'y a pas de cartographie en France claire, nette, et je ferai écho à la présentation qui a été faite tout à l'heure par Laurent, où visiblement j'entends qu'il y a des actions de réflexion au niveau des fiches ROM, au niveau du RNCP, vraisemblablement de tout ce qui se cache derrière l'inventaire avec les CPF et toutes ces techniques-là. Moi, c'est plutôt votre point de vue à vous, parce que sur la question de la manière d'apporter la formation, on a parlé des dispositifs hybrides, e-learning, face à face, mais est-ce que, de votre point de vue, c'est quelque chose qui doit se faire efficacement à l'intérieur de l'entreprise, et qu'on revient finalement à quelque chose qui a vécu il y a 20 ou 30 ans, qui étaient les écoles PSA, ces écoles de formation en interne, parce qu'il n'y avait rien d'autre en face, ou est-ce que vous imaginez vous retourner vers des instituts publics ou privés, et à un moment dire, voilà, moi en tant qu'entreprise, moi en tant que branche professionnelle, et vous, État, à la limite, c'est vers ça qu'il faut que vous vous tourniez, et on a besoin que vous créez ces formations, vous adaptiez vos formations, parce qu'on n'aura pas les moyens de former toutes nos personnes. Une question large, mais j'aurais bien voulu votre avis. Alors, sur la question des formations, moi j'ai un parti pris clair. Mon objectif n'est pas de réinventer des modules de formation qui existent déjà sur le marché. Je pense que c'est une perte de temps. Donc, le parti pris que moi je prends clairement pour l'Académie Supply Chain LVMH, c'est je vais chercher à l'APIX, je vais chercher sur demande de Van Institute, je vais chercher IBF, je vais chercher des formations qui existent, la plupart du temps certifiantes, parce que là on peut parler avec les gens des RH, mais les formations, elles sont intéressantes quand les gens s'impliquent vraiment dedans. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens s'impliquent? Si à la fin il y a un examen à passer, c'est quand même pas la même histoire que de venir pendant 3 jours, d'écouter, c'est sympa, on discute, et puis après chacun repart ses choses. Donc plutôt aller chercher des formations qui existent sur l'extérieur, plutôt reconnues au niveau international, et amener de la valeur ajoutée autour de ça en mettant des cas de différentes maisons de chez LVMH, parce que partager entre quelqu'un de Sephora, quelqu'un d'Etsy, quelqu'un de chez Vuitton sur ses pratiques, c'est là où on amène la valeur. C'est pas d'expliquer comment tourne, je sais pas, un MRP ou comment on fait de la prévision de vente. Je veux dire, ces formations-là, elles existent partout. Donc ma logique à moi, elle est plutôt là-dessus. Après, il y a une autre façon aussi de développer les talents, c'est d'impliquer les gens dans des associations professionnelles, dans la chaire supply chain centrale. Voilà, avec Michel, on est impliqué dans cette chaire-là, avec Karine. Il y a plein de façons de faire. Et voilà, l'idée après de se dire, est-ce qu'il faut attendre tout des académiques, etc. Non, certainement pas. On a la chance d'avoir des gens qui sont plutôt bien formés au niveau académique. L'idée après, c'est comment on leur donne de la profondeur sur les sujets supply chain, comment on fait qu'il y a du partage, et puis aussi, je remets l'accent là-dessus parce que peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Il faut arriver à faire comprendre à un moment donné à nos talents supply chain que les hard skills, c'est bien, mais qu'à un moment donné, la différence, elle va se faire autrement. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on essaie, par exemple, nous, dans certaines formations, alors oui, il y a du hard skill, puis après, par exemple, on fait venir le soir un directeur des opérations, un directeur supply chain, et on lui dit, tu parles d'un sujet qui est du soft skill. La gestion du stress, la gestion des conflits, la communication, comment toi tu le vis en tant que directeur supply chain. Parce que voilà, il faut qu'on arrive aussi à faire comprendre ça. Il y aura des gens de Schneider aussi qui sont là aujourd'hui. Hein. On est tous à peu près sur la même problématique. En fait, en termes de compétences, on identifie assez bien des compétences hard skills, on identifie des compétences soft skills, et puis au milieu, il y a aussi tout ce qui est cross-knowledge. Gérer des projets, gérer des budgets, ça c'est des choses, quelle que soit la fonction, on en a besoin. Quoi. Et donc il faut vraiment travailler les 3 dimensions de compétences. Souvent les programmes RH sont très centrés, en tout cas chez nous, sur des problématiques de leadership. C'est bien le leadership, hein, ou la communication, mais il faut aller développer un petit peu tout. Quoi. Voilà. Et notre logique à nous, c'est on s'appuie sur des choses existantes, on amène une valeur ajoutée qui est une perspective de nos maisons, et avec ça, voilà, on ne réinvente pas l'eau chaude, et on amène une valeur ajoutée là où il y a besoin. Une réaction, est-ce que le besoin de soft skills dont vous parlez maintenant n'est pas le résultat d'une politique de recrutement de hard skills? Je pense qu'on a effectivement ce défaut dans la supply chain de faire un peu de copier-coller, parce qu'après tout, on est ingénieur, donc on va embaucher des ingénieurs. Voilà. D'accord ? Et désolé, je reviens sur la question que tu as posée tout à l'heure.
pourquoi y a-t-il pas plus de personnes qui, étant placées dans la supply chain, accèdent à des fonctions de direction? Voilà. Pourquoi? Parce qu'après tout, les gens qui sont dans la supply chain sont des merveilleux chefs d'orchestre. Je pense qu'aujourd'hui, notre fonction, elle est reconnue de plus en plus dans l'entreprise comme des gens qui sont capables de parler avec le marketing, avec le retail, avec le développement, et donc des gens qui sont capables de faire la synthèse, et d'une synthèse de sortir quelque chose. Normalement, ça devrait être pas mal, ça, pour des visions un peu plus de general management, etc. Et peut-être qu'effectivement, c'est un de nos défauts, on est des experts, alors on aime bien expliquer les trucs avec... voilà, et qu'on n'est peut-être pas assez bon sur ces domaines-là. Voilà. Il suffit généralement de voir quelques transparents de supply chain manager pour comprendre que si tu n'es pas technicien, passe ton chemin. Ben, oui, et effectivement, souvent, en tant que supply chain, on aborde nos problèmes vis-à-vis d'un CEO en lui parlant technique, etc., pas en lui parlant client business. Oui, puis et donc, lui, son focus à lui, tous les jours, c'est le client, le business. Voilà. Et on a besoin que les académiques, etc., à un moment donné, reviennent sur... aussi cette compréhension-là, et à nous, dans nos académies, de passer ce message-là aussi, de dire technico-technique, au bout d'un moment, s'il te plaît, passe à autre chose, quoi. Montre que c'est bien, tu sais le faire, mais passe à autre chose et développe d'autres choses, quoi. Juste quand même pour apporter une nuance par rapport à ce que tu viens de dire, même si globalement, je pense qu'effectivement, nous avons une dimension technique forte dans la fonction. Nous avions un échange la semaine dernière avec notre VP Supply Chain sur ce sujet, et il nous a remarqué que nous sommes quand même, pendant maintenant, sans doute une des fonctions où nous avons le plus de diversité dans l'équipe de cadre et même dans le comité de direction, avec effectivement des ingénieurs de différents profils, des gens qui ont fait des écoles de commerce, des gens qui sont venus plutôt du terrain. On a même quelques autodidactes très brillants. Nous avons évidemment des pharmaciens, parce que chez Sanofi, ne pas avoir de pharmaciens, c'est quand même difficile, mais plutôt des profils relativement variés si on compare. Je parlais de la finance tout à l'heure, où on pourrait parler de la qualité ou de la production. Je pense qu'on a quand même une petite marque de fabrique là, au niveau de la supply chain. Patrice voulait intervenir? Merci. Oui, Patrice Malandin, donc directeur supply chain chez Stepan Europe dans la chimie. Oui, un retour d'expérience, c'est une question. Retour d'expérience, on parle beaucoup de grands groupes. Moi, mon retour d'expérience est plutôt PME, PMI. Donc je peux difficilement mobiliser les RH pour développer tous ces parcours, et les supply chain academy. Elles sont déjà pas mal occupées par ailleurs. Donc je me suis beaucoup appuyé à l'extérieur. Donc Caroline mentionnait tout ce qui est description de poste sur l'APIX. Au niveau de la France, il y a aussi des cabinets comme Michael Page qui ont fait beaucoup de travail sur des descriptions de postes dans leur étude de rémunération. Et donc ça, ce sont des sources très utiles lorsqu'on redéfinit ces cadres de compétences au niveau de petites structures. Question, comment vous communiquez dans des grands groupes en transverse? La supply chain, c'est aussi travailler avec les autres parties prenantes. Donc comment vous communiquez au niveau de vos supply chain academy, et est-ce que vous intégrez aussi dans les parcours de formation les fonctions qui interagissent avec vous? Donc comment est-ce qu'on intègre en fait les autres fonctions? Pour le moment, chez Sanofi, donc on a lancé le projet Académie il y a un petit peu moins de 2 ans, il y a 18 mois à peu près. On s'est d'abord centré en fait sur les professionnels supply chain, avec un objectif de couvrir en fait l'ensemble de la supply, que l'on soit dans une filiale commerciale, dans une usine, etc. Comment dire, et tout public, quel que soit le pays, etc. C'est la raison pour laquelle aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, on a mis en place des modules spécifiques en fait, plutôt sous format de e-learning et webinar pour ouvrir en fait au maximum de personnes. Alors, je rebondis par rapport à votre remarque sur effectivement les ressources RH. Il est évident, quand on est dans une plus petite structure, c'est plus difficile effectivement parce que le RH est amené à faire beaucoup d'autres choses, notamment quand on est sur un site. On a également cette problématique-là chez Sanofi, parce qu'on a pas mal de petits sites aussi, donc même s'ils sont accolés en fait à un grand groupe,
On a quand même des problématiques très très opérationnelles sur site. On s'est aussi, nous, beaucoup inspiré de ce que fait la PIX, puisqu'on a, lorsqu'on a travaillé sur la matrice de compétences pour la partie usine, on a fait également des job description standards et on a repris en fait les contenus en fait de la PIX qu'on a évidemment, je dirais, customisé par rapport à nos besoins. Est-ce que ça répond à... Et ça fait partie de vos projets d'ouvrir après l'académie à des non-supply chain? Alors, on a commencé par ça. Oui, on s'est d'abord effectivement centré sur les personnes en fait de la supply chain. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé. Après, au sein du programme en fait aujourd'hui en fait on propose à nos collaborateurs. On a donc les préparations aux certifications BASICS, CPIM et CSCP. Et le BASICS, par exemple, on le recommande fortement parce qu'on est dans un grand groupe, on a beaucoup de mobilité interne, on a parfois des problématiques sur site. On a, par exemple, lorsqu'il y a des mouvements d'effectifs, etc., on est souvent en fait amené à repositionner les gens, à les faire bouger en fait en interne. Et le BASICS, c'est souvent un prérequis et une formation qui est intéressante pour les personnes qui ne viennent pas de la supply et qui ont besoin d'acquérir en fait des compétences de base en supply chain. Donc, on l'ouvre en fait, par exemple, à ce type de public. Mais pour l'instant, on n'a pas ouvert les choses de manière large. Alors, Patrice, tu touches du doigt une question clé, c'est qu'avoir raison tout seul, c'est généralement avoir tort. Et effectivement, nous, dans la logique que l'on a, c'est qu'à un moment donné, on se dit, certaines de nos maisons, elles aimeraient bien monter un processus type SNEP, IBP, appelle ça comme tu veux. Et là, il faut faire venir le retail, le merchandising, la finance, et que tout le monde comprenne un petit peu à quoi ça sert, etc. Et donc, dans cette logique-là, on a dès le départ voulu construire un module de formation pour des non-supply chain. Alors, on l'a pas appelé supply chain for non-supply chain, on a appelé ça supply chain for business leaders. On le développe avec l'école centrale. Donc, voilà. Et la semaine prochaine, on va se retrouver à Reims avec 10-12 personnes qui sont des directeurs financiers, des directeurs commerciaux, des gens des ressources humaines. Et l'idée, c'est que pendant une journée, on va parler supply chain. Et effectivement, l'objectif pour nous, c'est d'attirer dans ce type de formation-là. Alors nous, on l'a pris plutôt par le haut, Karine, parce que pas basique, mais plutôt par le haut. C'est-à-dire finalement, c'est des gens qui peuvent être acteurs à un moment donné autour d'une table, dans une logique de piloter le business, processus sales and operation, voilà. Et on le fait que sur une journée, parce que ces gens-là, quand tu leur dis, on va venir 3 jours parler de supply chain, pas être très, voilà. Mais sur une journée, un format court, voilà, on commence à 17h, on termine le lendemain à 17h, et je pense que ça va être fondamental pour nous. On va démarrer la semaine prochaine, mais ça va être fondamental pour nous que cette formation-là, elle réussisse, parce que voilà, ça va valoriser la supply chain dans l'entreprise. On tombe sur la question de comment est-ce qu'on valorise. Ça va permettre d'avoir des gens qui vont être plutôt on board, plutôt que bon, voilà. Donc, il faut que ça réussisse. Laurent, la semaine prochaine, il faut que la formation soit bonne. Donc, mais oui, dans l'académie supply chain, c'est vrai qu'il faut aussi penser en dehors de la supply chain, sinon on est tout seul. Tu peux préciser ce que tu entends par on attaque par le haut? Si tu veux, je pense que quelqu'un qui est un jeune chef de produit ou qui commence dans le marketing, il est un petit peu plus loin de la supply chain. Voilà. Et nous, la volonté, c'était vraiment de dire, si on peut sensibiliser au niveau d'un comité de direction sur des gens qui vont supporter nos directeurs supply chain et leurs équipes au-dessous, faisons ça dans un premier temps. Mais en termes de contenu de module, parce que... Non, c'est vraiment, on attaque par le haut en termes de processus de décision. À un moment donné, d'impliquer les gens dans la processus. Et à l'intérieur de cette formation, on commence par quoi ? On va commencer par essayer de les convaincre que la supply chain, ça amène de la valeur à l'entreprise. Donc pour ça, on va prendre des exemples d'entreprises qui ont bien réussi grâce à la supply chain, ça fait partie du business model. On va leur expliquer un peu le contenu de la supply chain et surtout à la fin de la formation, ce qui nous paraît nous important, et peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on va changer d'avis la semaine prochaine, c'est d'arriver à dire, vous en tant que leader, comment vous vous projetez
dans les activités de la supply chain et comment ça peut renforcer votre leadership dans l'entreprise. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un directeur financier, un directeur marketing, un directeur retail, si effectivement il est dans cette dynamique de la supply chain, il peut ramener plus de business, plus de profitabilité, et à un moment donné, ça va aussi lui servir dans son leadership, à s'affirmer. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Oui, j'avais donc un commentaire par rapport à ça, au fait de faire des formations et de l'approche compétences. Donc, dans le cadre de ce type de formation destinée aux autres fonctions, la formation par le haut chez Essilor, elle existait bien avant la démarche compétences. C'était pas lié du tout. Donc on l'a adapté récemment. Donc c'est plus effectivement destiné aux managers de toutes les zones. Et par contre, le fait d'avoir développé le référentiel compétences, on est maintenant en train de se demander qu'est-ce qu'on peut extraire de ce référentiel, qui serait une formation transversale un peu standard, mais plus pour le niveau de management intermédiaire et de manière beaucoup plus large. Donc on a effectivement les deux aspects. Mais il est vrai que la formation plus destinée par le haut, un peu comme vous avez à LVMH, ça existait bien avant chez Essilor, bien avant la décision de faire un référentiel de compétences. Tu envoies les fruits. C'est difficile, c'est difficile d'en voir les fruits maintenant. On l'a revu complètement cette formation il y a 2 ans, donc peut-être maintenant on aura quelque chose de plus clair par rapport à ça. Alors je voulais faire aussi un petit commentaire par rapport à l'utilité du référentiel de compétences pour engager des bons professionnels. Ça va un petit peu dans le sens de la remarque d'Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier objectif pour lequel on fait ça, c'est la formation. C'est pour mettre à un niveau égal et équivalent tout le personnel interne. Mais par expérience, pour ce qui s'est fait dans un autre métier chez nous, on se rend compte qu'après, une fois qu'on a fait cette démarche-là, il n'y a rien de tel que d'embaucher les gens qui ont le bon niveau de soft skills pour ne pas avoir de problème après en tant que bon professionnel dans le métier. Donc on s'en sert plutôt dans ce sens-là. Je crois que c'est dans le référentiel Customer Service chez nous. Donc il y a une démarche complète de fait, des formations développées, et puis au final, c'est surtout utile pour embaucher les bonnes personnes. Parce que c'est toujours mieux que d'avoir à former des gens qui n'ont pas un profil idéal pour le poste. Donc c'est surtout dans ce sens-là qu'après, on est beaucoup plus clair sur les profils qu'il faut embaucher. Même si la supply chain, c'est très varié, et effectivement, c'est difficile de trouver des soft skills bien spécifiques. Juste pour compléter sur la formation supply chain pour les gens qui ne sont pas de supply chain, en complément de ce qu'a présenté Alain, je suis convaincu qu'un autre levier très fort, c'est la mobilité. On essaye de l'activer autant qu'on peut chez Sanofi. Et je peux vous dire que quand vous avez quelqu'un qui a passé 5 ans dans la supply chain et qui ensuite est directeur de l'external manufacturing chez nous, ou un autre qui est directeur d'une filiale importante, ça change complètement l'approche, au moins dans cette partie de l'activité. Donc à chaque fois qu'on peut essaimer des talents au travers de l'entreprise, c'est un autre moyen qui est sans doute complémentaire, hein, mais d'insuffler les bonnes pratiques supply chain dans l'entreprise. Je vous donne le micro, mais vous avez vu des financiers qui vont à la supply chain ? Oui, nous avons une filière qui marche pas mal sur les auditeurs internes. Vous savez que pour les jeunes notamment des écoles de commerce qui ont fait les spécialisations finance, etc., un grand classique, c'est de faire auditeur interne. Et quand ils ont fait 3 ans d'audit interne, chez nous, c'est assez militaire, là, c'est assez organisé sur un cycle de 3 ans. Derrière, nous avons quelques bons parcours en supply chain. Ce que dit Michel, j'ai quelques exemples en tête effectivement de ex-responsables contrôle de gestion sur un site qui sont devenus responsables supply chain, ex-responsables achats qui sont devenus supply chain. Donc on a effectivement, on essaie de pousser au maximum la mobilité interne et c'est un levier aussi très très fort. La gestion des talents est aussi un levier très fort. Alors c'est souvent effectivement dans les grands groupes que l'on retrouve ça. Et la gestion des talents chez Sanofi, c'est pas propre en fait à la supply chain, c'est un processus qui est global. Mais plus effectivement on attire en fait des talents, le talent attire le talent, je dirais. Et puis après effectivement ces gens-là grandissent et véhiculent aussi une image très positive et excellente de la fonction.